Les Suisses votent ce 15 mai 2022 sur 3 sujets au niveau fédéral. L'un concerne les films, l'autre le don d'organes et le troisième la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, plus exactement de l'espace Schengen. Alors je vais décrire très brièvement ces 3 sujets. Le premier, c'est c'est sur les films. C'est une nouvelle loi qui oblige les services de streaming d'investir 4% de leur chiffre d'affaires dans les films suisses et aussi d'avoir 30% de leur catalogue constitué de films européens. Et l'argument de partisans de cette loi, c'est qu'il faut soutenir la production de films suisses et européens, qu'il faut davantage de diversité dans l'offre et qu'il y a une inégalité de traitement entre, par exemple, les télévisions suisses qui doivent déjà actuellement consacrer 4% de leur chiffre d'affaires pour soutenir les films suisses et puis qui doivent même avoir 50% de leurs films qui sont des films européens. Inégalité de traitement parce que les chaînes de streaming n'ont pas de telles obligations actuellement. C'est donc une inégalité de traitement que cette nouvelle loi corrigerait. Des citoyens ont pensé que cette loi était mauvaise, ils ont réuni le nombre requis de signatures, et c'est pour ça que ce sujet passe en votation. Leurs arguments, c'est de dire qu'il n'y a pas inégalité de traitement, parce qu'on compare deux choses qui ne sont pas comparables. D'une part, les chaînes de télévision qui reçoivent des subventions, et avec ces subventions, il y a évidemment des contreparties qui viennent, qui sont exigées, notamment de soutenir des films suisses, alors que des services de streaming ne reçoivent pas de subventions, et donc il n'y a pas de raison de leur demander de soutenir ces films suisses ou de mettre des exigences dans leur catalogue. Ils argumentent aussi que demander 30% de films européens dans le catalogue, ça va réduire l'offre parce que 30% c'est à peu près 1 sur 3, donc ça veut dire que si pour pouvoir mettre deux films qui ne sont pas européens, il faut avoir un film européen. Et donc ils craignent une, euh, une limitation au fond des films qui sont pas européens, qui pourraient être indiens, etc. Donc que ça nuise même à la limite à la diversité. Mais surtout, ils craignent que ce soit les consommateurs de ces services de streaming qui payent l'addition à la fin et, et qu'ils pensent que s'il faut s'il faut soutenir les films, eh bien, ça doit le faire par. Bah, il y a déjà un soutien qui existe en Suisse. Certains estiment qu'il est suffisant, et puis s'il n'est pas suffisant, bah, ils estiment que ça devrait être payé par le budget ordinaire ou par d'autres personnes que les consommateurs des services de streaming. Et alors bon, là, le débat continue parce que les partisans de la loi répondent que, en fait, les abonnements sont en Suisse déjà beaucoup plus chers qu'ailleurs et que par conséquent, les chaînes les services de streaming vont pas répercuter ces augmentations de coûts sur les consommateurs. Évidemment, il se peut que bien que les abonnements soient plus chers déjà en Suisse qu'ailleurs, ils deviennent encore plus chers si les coûts augmentent pour les services de streaming. Un autre argument qui est évoqué par les partisans de la loi, c'est que la deuxième exigence, celle des 30% du programme qui devrait être constitué de films européens, ne pose aucun problème parce que les catalogues pour la Suisse sont assez similaires aux catalogues pour la France ou pour l'Allemagne ou pour les pays à côté. Et, et par conséquent, comme ces pays exigent déjà euh, 30% de films européens dans leur catalogue, et ben, en Suisse, il y a déjà ça ou quasiment ça. Donc ça changerait pas grand-chose.
à quoi on peut répondre si ça change pas grand-chose, pourquoi l'exiger mais bon, on peut l'exiger pour être, au fond, comme les autres pays de l'Union européenne qui nous entourent, et au fond, le voir comme un renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que les autres pays demandent 30% de films européens qui peuvent être suisses, alors la Suisse demande aussi 30% de films européens euh, qui, au fond, comme renvoi d'ascenseur. Et bon, la question, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Donc, les 4%, c'est pour les films suisses, les 4% qui doivent être investis. Mais le catalogue, les 30%, c'est les films européens. On pourrait se demander pourquoi on ne met pas un pourcentage de films, pas européens, mais suisses. Alors, ce ne serait pas 30%, ce serait beaucoup plus bas, mais de films suisses. Ou bien on pourrait imaginer autre chose si on veut répondre à l'argument des référendaires que ça risque de limiter la diversité. On pourrait dire euh, 30% ou bien une certaine quantité en nombre absolu de films suisses, le plus petit de ces deux chiffres, euh, le plus petit entre 30% ou bien euh, tous les films tous les films suisses par exemple. Euh, donc à ce moment-là, il y aurait pas une impossibilité de proposer certains autres films étrangers parce qu'il manquerait des films suisses. Euh, voilà, donc ce qu'on entend assez peu comme discussion de la part, en tout cas des référendaires, c'est ils viennent pas tellement avec l'argument qu'au fond les Suisses, les films suisses ou européens devraient se débrouiller tout seuls et que finalement ils n'ont pas besoin d'une aide de l'État. Ils n'ont pas réellement besoin de faire cet argument puisqu'il y a déjà une aide de l'État et donc ils argumentent plutôt que c'est pas aux consommateurs des services de streaming de payer ça. Euh, donc il n'y a pas vraiment le débat de fond sur est-ce qu'il faut aider les films. De la part des référendaires, par contre, ça vient de la part des partisans de la loi qui disent oui, mais les films ont besoin de ces aides, ou bien que les producteurs suisses sont désavantagés par rapport aux producteurs étrangers, enfin de l'Europe, qui reçoivent ces aides. Mais bon, il faudrait regarder en détail, puisque les producteurs films suisses bénéficient déjà de certaines aides, donc voir est-ce que c'est comparable ou pas à ce qu'ont les autres pays. Euh, c'est Les comparaisons ne seraient pas si faciles que ça, parce qu'en Suisse, il y a trois langues, en tout cas, enfin quatre langues, mais surtout donc l'allemand, le français et l'italien, donc ça veut dire aussi des films dans différentes langues. Euh, voilà, donc ça c'est à peu près, je crois avoir grosso modo résumé le débat sur ce premier sujet. Le second sujet, c'est le don d'organes. Et là, le début de ce sujet, c'est en fait une initiative qui demandait que la situation actuelle soit changée. C'est-à-dire que actuellement, si vous dites rien et que vous êtes inconscient, et que la question se pose en fond de vous êtes mourant ou vous allez bientôt mourir, et la question se pose de savoir s'il faut prélever, si on peut prélever certains de vos organes. Le principe qui prévaut actuellement, c'est que ce qui est présumé, si vous avez rien dit, rien écrit, c'est que vous êtes contre. Et, et ce que craignaient les initiants, enfin ce que pensent les initiants, c'est que ça conduit à une situation où il y a beaucoup de gens qui auraient en fait accepté que on utilise leurs organes après leur mort cérébrale, qu'on utilise leurs organes pour les transplanter chez quelqu'un d'autre,
mais ils ne l'ont pas dit et qu'il y a comme ça beaucoup d'organes qui sont perdus alors qu'il y a un manque d'organes. Donc il s'agit de sauver des vies en, en faisant en sorte qu'il y ait plus d'organes à disposition et en évitant ces gaspillages finalement quelque part, ces gaspillages d'organes. Donc ces initiatives donc citoyennes proposaient que la présomption soit plutôt, si vous avez rien dit, qu'on présume le consentement, c'est-à-dire que vous étiez d'accord au don d'organes. Et ensuite, les autorités, le Parlement a proposé un contre-projet qui était assez similaire, mais qui permettait aux proches de s'opposer. Donc, c'était pas juste automatique si la personne a rien écrit, on peut lui prendre ses organes, mais on doit le demander aux proches si ils sont d'accord qu'on prenne les organes. Et on peut imaginer que, alors qu'actuellement dans la majorité des cas, les proches refusent, on pourrait imaginer que si ce qui était présumé, c'est le consentement qui serait présumé plutôt que le non-consentement, eh bien, on pourrait imaginer à ce moment que la majorité des cas, les proches acceptent, et donc il y ait davantage d'organes mis à disposition. Voilà, donc ça c'était l'initiative et puis donc le contre-projet du Parlement euh, qui ajoute cette consultation des proches. Et puis au fond, les initiants ont retiré leur initiative sous condition que ce contre-projet passe. Donc la situation actuelle, c'est que l'initiative est en tout cas transitoirement retirée. Le peuple s'exprime uniquement sur le contre-projet. Euh, et si le contre-projet passe, et bien voilà, c'est terminé là. Et si par contre le contre-projet passe pas, euh, le contre-projet, s'il passe pas, alors à ce moment-là, ben, les éditions reprennent leur liberté de resoumettre leur initiative. Donc, donc voilà, il a une sorte de mécano entre le droit d'initiative et puis le contre-projet. On peut imaginer pourquoi les initiants ont retiré leur initiative sous condition, mais ont retiré au profit du contre-projet. C'est que effectivement, le contre-projet qui demande de quand même consulter les proches a plus de chances d'être accepté que l'initiative elle-même. Voilà le sujet. Les référendaires, ceux qui sont contre, c'est parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas présumer le consentement, que si... Enfin, c'est plus un don d'organe si c'est un don présumé, et qu'il risquerait d'avoir des situations où on prend des organes à des gens qui ont rien dit, et donc on a donc présumé qu'ils étaient d'accord, alors qu'en fait, ils étaient simplement pas bien informés et qu'ils n'auraient pas été d'accord. Et voilà, donc la question centrale, c'est ce conflit, enfin c'est ce compromis entre, d'une part, sauver des vies en ayant davantage d'organes, et puis d'autre part, quand même, est-ce que cette fin-là justifie le moyen qui est de dire, on présume que vous êtes d'accord si vous avez rien dit, parce que ça c'est quand même assez original. On présume pas que, par exemple, on présume pas qu'on peut vous prendre votre voiture à la fin de la semaine si vous avez rien dit et que vous avez qu'à dire que vous vouliez pas qu'on vous la prenne. Par défaut, si vous dites rien, c'est qu'on peut la prendre. Et là, ça serait faire un peu ça pour les organes. On dira, bon, ben, c'est un peu différent parce que là, quand on vous prend vos organes, vous êtes mort. Euh, mais bon, même le cadavre
doit être traité, enfin, on ne peut pas traiter n'importe comment, même une fois que vous êtes mort. Et puis deuxièmement, vous n'êtes pas non plus complètement mort quand on prend votre organe, sinon vos organes seraient morts aussi. Donc vous êtes en principe en mort cérébrale. Il y a même des travaux préparatifs qui doivent être faits, qui peuvent, qui peuvent être faits avant la mort cérébrale. Évidemment, c'est très réglementé. Il y a l'équipe qui est censée vous soigner et vous sauver, c'est pas la même équipe que celle qui est censée prendre vos organes. C'est seulement une fois que la première équipe a renoncé que peut intervenir la deuxième, euh, mais peut intervenir avant la mort cérébrale pour des travaux préparatifs. Euh, Bref, donc voilà, c'est le conflit entre sauver des vies et puis le respect, disons, de cette idée de est-ce qu'on peut présumer le consentement, disons, voilà, moi il y a deux remarques que je ferai là. Une remarque La remarque principale, c'est que je suis étonné que le Parlement n'ait pas simplement fait comme loi euh, de dire que chaque habitant doit simplement dire s'il accepte ou s'il n'accepte pas qu'on prenne ses organes en cas de mort cérébrale. Euh, Ça me paraît la façon la plus claire de résoudre ce problème. Il n'y a plus d'histoire à présumer un consentement ou un non-consentement, puisque tout le monde se serait exprimé explicitement. Ça serait une décision qu'on pourrait changer, hein. À tout moment, vous pourriez dire, bon, ben voilà, j'avais décidé ça, maintenant j'ai changé d'avis. Mais enfin, ce serait répertorié dans des documents officiels quelque part. Quel est votre avis au cas où vous arrive quelque chose? Ce serait ce serait plus clair, ce serait aussi par rapport aux proches, ça faciliterait le travail des proches parce que ce serait tout le temps inscrit, hein, disons, chacun aurait déjà dit ce qu'il voulait, il n'y aurait pas aux proches à essayer d'imaginer. Un argument qu'on entend dans cette campagne, c'est de dire oui, avec ce nouveau système du consentement présumé, ça facilite le travail des proches, mais c'est pas vrai en fait. Il y a peut-être une facilitation d'avoir quelque chose de présumé, mais que ce soit dans le sens que les proches peuvent dire bon ben on va prendre ce qui est présumé comme étant ce qu'aurait été décidé la personne décédée, Euh, mais mais au fond peu importe alors que ce soit le consentement présumé ou le non-consentement qui est présumé. Et donc le passage de non-consentement à consentement ne facilite pas, ne change pas la situation pour les proches. Et ce qui faciliterait vraiment, c'est si c'était simplement obligatoire de dire si on est d'accord ou pas de donner ses organes. Euh, je comprends pas pourquoi cette proposition, enfin, pourquoi c'est pas sur un texte comme ça qu'on se prononce aujourd'hui, pourquoi c'est pas un texte comme ça que le Parlement aurait rédigé. Euh, on peut dire oui, bon, obliger les gens à se décider, c'est trop dur, mais disons, premièrement, bon, on les oblige bien à remplir des déclarations d'impôts. Deuxièmement, si on est prêt à dire, au cas où vous n'avez pas rempli la feuille, bien, on est en droit de vous piquer vos organes, euh, sous réserve qu'il n'y a pas des proches qui s'y opposent. Il me semble que c'est déjà assez fort à ce moment-là. Ça me Ça me paraît même moins extrême de dire vous êtes obligé, on vous demande, vous êtes obligé de dire si vous êtes d'accord ou pas pour de donner vos organes. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi le Parlement n'a pas fait de meilleure proposition. Euh, et le deuxième point, c'est que, bon, c'est peut-être un sujet connexe, mais ça m'aurait paru assez approprié de regarder aussi pourquoi il y a, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de besoin d'organes. C'est-à-dire, est-ce que
comment est-ce qu'on en arrive à ce que les gens aient besoin d'organes et est-ce qu'il y a une façon de réduire ces besoins par des mesures de prévention? Ça serait parce qu'au fond, vous pouvez, s'il manque des organes, vous pouvez augmenter le nombre d'organes disponibles, mais l'autre façon, c'est d'explorer s'il y a une façon de baisser le nombre d'organes défaillants et par des mesures de prévention. Et ça serait quand même ce qui serait encore préférable, euh, que la personne, qu'il y ait moins de personnes, non, ça ne permettrait certainement pas de baisser à zéro, mais si dans la mesure où on pouvait réduire le nombre de personnes qui ont besoin d'organes, et si on pouvait le réduire grâce à des mesures de prévention, ce serait, ça diminuerait les souffrances et, euh, et ça enlèverait le sentiment qu'ont certaines personnes que c'est une sorte de grande machine médicale qui veut faire des affaires avec des gens qui ont besoin d'organes et donc on prend des organes sur les autres. Ça fait beaucoup de travail pour les hôpitaux. Euh, Ça enlèverait ce sentiment si les mesures de prévention étaient prises pour réduire le besoin d'organes, enfin qu'ils ne soient pas plus grands que ce qui pourrait être. Disons. Mais ça, c'est presque, je dirais, la deuxième remarque est presque une remarque de détail. Ma remarque principale, c'est que je ne comprends pas pourquoi le Parlement n'est pas simplement venu avec une loi qui dit vous devez décider si vous êtes d'accord ou pas pour donner vos organes sur une plateforme officielle, privée, où c'est juste vous qui savez. Et puis, en cas de mort cérébrale, ceux qui sont concernés, euh, et qui savaient, et qui est un avis que vous pouvez changer quand vous voulez. Voilà, ça c'était donc le deuxième objet, celui sur le don d'organes. Et puis maintenant j'aborde le dernier objet au niveau fédéral. Il y a encore des objets au niveau cantonal, mais le dernier objet au niveau fédéral qui est Frontex. Donc la Suisse appartient pas à l'Union européenne, mais appartient à l'espace Schengen depuis 2008. Euh, et puis à Frontex depuis 2011. Alors Frontex, c'est les gardes-frontières des frontières externes de Schengen. Euh, c'est les gardes-frontières qui viennent en appui, disons, aux gardes-frontières des pays limitrophes qui sont sur cette frontière. Donc la Pologne, la Grèce, l'Italie, etc., la France. La Suisse n'a pas de frontière externe. Donc elle est en plein milieu, elle est entourée en fait de pays qui sont dans l'Union européenne. Euh, et là, la question, donc après 2015, après les problèmes migratoires où ça a été impossible en fait pour l'Union européenne de même contrôler qui passait la frontière, il y a eu une décision d'augmenter les effectifs et le financement de Frontex. Et la Suisse, en tant que membre de l'espace Schengen, est donc appelée à aussi augmenter son financement qui passerait d'une vingtaine de millions de francs suisses à une soixantaine de millions de francs suisses par an. Euh, et puis aussi augmenter les effectifs qu'il met à disposition. Et, et donc ça, c'est une reprise en principe dans l'accord Schengen, c'est un accord un peu spécial où il y a une reprise automatique de l'évolution du droit européen. C'est-à-dire si l'Union européenne, comme dans ce cas-là, décide d'augmenter, ben la Suisse doit suivre. Si elle ne suit pas, en principe, elle est exclue de l'espace Schengen, euh, sauf, euh, sauf si tous les pays de l'espace Schengen sont d'accord que c'est OK comme ça, ou sont d'accord de renégocier quelque chose avec la Suisse. Mais il faut l'unanimité. Euh, donc les partisans de renforcer la contribution suisse à Frontex disent Frontex est utile euh, pour l'espace, pour protéger les frontières extérieures de l'espace Schengen.
Et puis, deuxième argument, ben, on veut rester dans Schengen et si on n'accepte pas, ben, on va être exclu très probablement de Schengen parce que c'est très improbable qu'il y ait une unanimité des pays de Schengen pour accepter, disons, un sort différent pour la Suisse. Les référendaires, donc des citoyens ont réuni le nombre requis de signatures pour que ça passe en votation. Les référendaires aiment pas Frontex parce qu'ils estiment que Frontex, dans ses activités, respecte pas les droits humains. Et bon, il y a, disons, deux parties. Il y a une partie de ceux qui sont simplement contre toutes les frontières, qui ont une conception comme quoi les gens devraient avoir le droit d'habiter là où ils veulent et que les frontières ne devraient pas être. Et évidemment, ils sont contre Frontex. Mais il y a aussi ceux qui reconnaissent la pertinence des frontières, mais estiment que Frontex ne respecte pas les droits humains dans ses interventions. Voilà, ça c'est la raison des référendaires. Euh, cette question des droits humains est assez discutée. Les partisans de Frontex disent deux choses. Ils disent premièrement, dans la mesure où il y a des problèmes, eh bien, il vaut mieux que la Suisse soit dedans que dehors pour avoir une influence sur la résolution de ces problèmes. Et puis l'autre argument est de dire, ben, il peut toujours y avoir des problèmes ici ou là, mais globalement, c'est plutôt positif pour les droits humains, puisque des pays comme la Pologne euh, refusaient d'être soutenus par Frontex pour être plus libres et on présume de façon plus dure euh, euh, dans leur interaction, dans leur traitement de l'immigration. Donc ça, c'est des choses peut-être qui étaient... je parle de la Pologne, c'est avant la guerre d'Ukraine, avant l'invasion russe en Ukraine. Euh, Puisque maintenant les Polonais accueillent énormément d'Ukrainiens. Mais c'était un reproche qui était fait aux Polonais d'être, avant ça, d'être trop dur envers les immigrants et d'avoir refusé le soutien de Frontex justement pour pouvoir être aussi dur, ce qui voulait dire que Frontex avait quelque chose d'adoucissant. Voilà, donc ça c'est les deux arguments par rapport aux droits humains qui sont donnés par les partisans de Frontex. L'autre question, c'est la sortie de Schengen. Donc, je disais tout à l'heure qu'en principe, il y a un automatisme, mais cet automatisme peut être déraillé s'il y a une unanimité pour, pour l'arrêter. Et là, il y a des divergences de point de vue entre ceux, enfin les partisans de Frontex disent ben c'est très probable qu'on soit sorti de Schengen, qu'on doive sortir de Schengen si on refuse cette augmentation de contribution à Frontex. Et, euh, et ils disent que ce serait très grave pour la Suisse de sortir de Schengen. Il faudrait rétablir les frontières avec la France, l'Allemagne, enfin les pays voisins. Euh, voilà, donc les arguments des référendaires est plutôt de dire que non, en fait, probablement que ça ne se passerait pas comme ça, parce que le Parlement européen lui-même était critique envers Frontex, donc quelque part on aurait un soutien au sein même des institutions de l'Union européenne, et que c'est différent. Évidemment, les référendaires sont plutôt de gauche, socialistes, verts, etc. Euh, et ils ont dans le passé assez souvent utilisé l'argument, enfin ils ont dans le passé, il y a eu un référendum il n'y a pas très longtemps sur les armes, des réglementations des armes, et puis là ils disaient, ben, cette réglementation était bonne, mais même si vous trouvez que cette réglementation de l'Union européenne qui limitait
l'usage des armes était bonne, et même si vous trouvez qu'elle est mauvaise, de toute façon, on ne peut pas se permettre de sortir de Schengen. Donc, ils avaient sorti cet argument, on ne peut pas se permettre de sortir de Schengen. Et puis maintenant, c'est eux qui viennent avec un refus de suivre une évolution euh, à une demande, disons, de l'Union européenne. Et puis cette fois, ils disent oui, mais non, mais là, dans ce cas-là, ça va pas faire sortir de Schengen. Donc voilà, il y a des appréciations divergentes sur la probabilité qu'un rejet d'un soutien accru à Frontex conduirait à une expulsion de la Suisse de l'espace de Schengen. Euh, Probablement que ça veut aussi dire que c'est à l'avenir ceux qui ont utilisé cet argument dans le passé, mais qui aujourd'hui sont prêts à prendre le risque de sortir de Schengen, seront plus en difficulté à l'avenir pour utiliser cet argument. On doit absolument obéir, faire comme l'Union européenne demande, sinon on risque d'être exclu de Schengen. Ce qu'il faut encore dire, c'est que il y a aussi des gens qui veulent qui voudraient pas, qui ont voté contre l'entrée de la Suisse dans Schengen, qui en fait pensent que ce serait mieux pour la Suisse que la Suisse ne soit pas dans Schengen. Et évidemment, cela peuvent être tentés de voter non à Frontex, enfin au soutien accru à Frontex, même si bah, ils peuvent voter non parce qu'ils, disons, même si en fait dans le cas où on reste dans Schengen, ils préfèrent que Frontex ait des moyens accrus, mais simplement en espérant que ça conduise à sortir de Schengen. Donc cette histoire de sortie de Schengen peut aussi être utilisée dans les deux sens. Ça dépend si vous voulez être dans Schengen. Enfin, ça dépend si vous considérez que sortir de Schengen serait une catastrophe ou que ce serait une bonne chose pour la Suisse. Voilà, donc ça c'était les trois sujets soumis en votation le 15 mai 2022 au niveau fédéral. Il y a encore des sujets au niveau cantonaux. Et voilà, la votation, la dernière qu'il y avait eu, c'était le 13 février, donc c'est il y a 3 mois, il y a 4 journées de votation par an en Suisse, au niveau fédéral. Et puis, bah, la dernière fois, il y avait 4 sujets. 4 sujets, c'est peut-être un peu plus que la moyenne. 3 sujets, ça correspond assez grosso modo à la moyenne. Voilà, j'espère que ces informations vous auront intéressé.